Bonjour à tous, bienvenue, on est ravis de vous accueillir dans ce cadre absolument exceptionnel ici au stade Vélodrome de Marseille. Alors on n'est pas là pour parler foot exceptionnellement, non, on est là pour parler intelligence artificielle parce que c'est ici que se déroule pendant 2 jours AIM, Artificial Intelligence Marseille. C'est le plus grand rendez-vous tech et IA de cette fin d'année organisé par nos amis et confrères de la Tribune et on ne pouvait pas ne pas être là pour décrypter ensemble tous les grands enjeux autour de cette révolution technologique dont on parle tous les jours sur BFM Business, probablement la plus grande qu'on ait connue de notre vivant. Demain, dans les experts de l'IA, on parlera IA et emploi. Voilà, quel impact? Est-ce qu'on se dirige vers une société d'humains oisifs ou est-ce que l'IA va nous transformer en super employés augmentés? On verra. Gros vaste sujet. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la création artistique. Alors là aussi, enjeu vertigineux pour toute l'industrie culturelle. À l'heure où, avec l'IA, on peut générer une chanson en 1 seconde, on peut fabriquer un roman, on peut faire un film, fabriquer les acteurs, le scénario, l'image en quelques prompts. Quelle place reste-t-il pour le génie humain, pour les artistes? Est-ce que l'IA permet de démocratiser l'accès à la création artistique? Tout le monde peut se transformer en Steven Spielberg finalement? Ou est-ce qu'au contraire, elle la vide de son sens? Vaste question, est-ce que l'art peut encore exister sans les humains? On en discute avec nos invités. C'est parti. Les experts, débats et controverses sur BFM Business. Voilà, 3 invités pour discuter de cette thématique. On a 1 heure à passer ensemble. Je vous les présente rapidement. À ma gauche, Stéphane Muntaner, directeur artistique, designer, illustrateur, réalisateur IA. Alors c'est intéressant parce que vous avez mis l'intelligence artificielle au cœur de votre processus créatif et vous allez nous dire ce que ça transforme dans votre façon de travailler. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane. À votre gauche, nous avons Marion Carré, cofondatrice d'Askmona et autrice également. Askmona, c'est une start-up qui combine IA générative et œuvres d'art. On va pouvoir dialoguer, discuter en langage naturel avec des œuvres d'art. Vous allez nous expliquer comment on s'y prendra, mais c'est extrêmement intéressant évidemment. Et puis Marine Protet. Marine, bonjour. Bonjour. Journaliste tech à la Tribune, qui organise l'événement où l'on se trouve aujourd'hui et qui suit notamment tous les sujets qui ont trait à l'intelligence artificielle. Donc évidemment, ce sera très intéressant d'avoir votre perspective. Merci à tous les 3 d'être avec nous. Alors, pour lancer la discussion, je vous propose qu'on commence en musique. On va écouter un petit morceau et puis on va en discuter juste après. Dust on the wind, boots on the ground, smoke in the sky, no peace found. Rivers run red, the drums roll slow. Tell me, brother, where do we go? Raise your hand, don't look Je ne sais pas ce que vous en away. pensez, on va pas écouter le morceau en entier évidemment, mais c'était juste pour vous faire écouter cet extrait de The Velvet Sundown, qui est un groupe qui a connu un gros succès cet été. Ce morceau qui s'appelle Dust on the Wind a été téléchargé des centaines de milliers de fois. Le groupe en quelques semaines a atteint 1 million d'abonnés sur Spotify alors que personne n'en avait jamais entendu parler. Vous l'aurez deviné, ce groupe n'existe pas. Ce morceau a été généré par une IA. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, ce succès fulgurant de groupes, de morceaux comme ça, qui en fait ont été générés non pas par des humains, mais par des algorithmes. Est-ce qu'on peut encore parler d'art, Stéphane? Alors d'abord, ils n'ont pas été générés par des algorithmes, ils ont été générés par des humains derrière des algorithmes. Ok. Voilà. Nuance. Nuance fondamentale. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même quelqu'un qui prompte, donc quelqu'un qui a une culture musicale, quelqu'un qui a envie d'arriver à un morceau de ce type, de cet état d'esprit. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour taper, on va dire, un texte, un prompt, pour une requête. Et pas qu'une, certainement, je pense. Et avoir un minimum de culture générale pour arriver à ce morceau-là. Mais vous, alors donc c'est le métier pour le coup. Oui. Vous faites aussi de la musique générée par l'intelligence artificielle, donc vous avez l'oreille d'une certaine manière. Vous pourriez déterminer que ça a été généré par un humain avec de l'IA ou c'est plus possible ça? Alors, des fois, c'est quand même assez dur de le repérer. D'autant plus que, nous, on fait un duo. Moi, c'est plutôt l'image et Christophe, on fait un duo, lui, il est sur le son. Et de toute façon, aujourd'hui, même s'il y a une grosse partie qui est sortie par l'IA, on remet, on va dire, les mains dans le cambouis pour retravailler ça.
Ça sort pas brut, on va dire brut de. C'est brut pas de aussi gamme. simple que de prompter et puis Non. d'avoir le résultat, on appuie sur un bouton. C'est Non. plus compliqué que ça comme processus. C'est plus compliqué que ça. En fait, le problème, c'est que là où tout le monde se fourvoie, c'est que l'IA ne vous dira jamais non. Elle vous sortira toujours quelque chose. D'ailleurs, ChatGPT fait des erreurs, d'autres aussi, et c'est de là. Alors ça peut être intéressant parce que d'un coup des erreurs, ça peut créer des accidents heureux aussi. Mais comme tout humain qui travaille artistiquement, et c'est l'accident qui le fait rebondir, donc l'IA peut nous faire rebondir par l'accident. Et en musique, ça peut être le cas. D'un coup, ça peut être un heureux hasard, mais il ne faut pas se leurrer derrière, que ce soit l'image ou le son, pour que ça soit quand même un level au-dessus. Il faut travailler Faut un peu dessus. de Et boulot. l'IA, c'est pas quelque chose de facile. Voilà. C'est pas juste une baguette magique. Non. Marine, ça vous inspire quoi ce morceau? Ça m'inspire que c'est vrai que maintenant on en trouve beaucoup sur les plateformes ce type de morceaux. Et là, bon, il y a certainement, vous dites c'est vrai, un humain qui a prompté le morceau, qui avait une culture musicale. Il y a aussi beaucoup de morceaux qui sont là juste pour générer des vues, enfin plus exactement des écoutes. Je crois que sur Deezer maintenant il y a 30% de morceaux qui sont identifiés comme générés par IA. Et les plateformes ont d'ailleurs du mal à détecter ce qui est de l'IA ou pas. Donc il peut y avoir effectivement une recherche, il peut y avoir aussi une fabrique un peu industrielle de ce type de morceaux qui sont là uniquement pour créer de l'engagement. Oui, d'autant que l'IA et les algorithmes savent comment plaire à d'autres algorithmes qui vont ensuite les référencer sur les plateformes de Deezer ou Spotify. Alors je crois que Deezer a commencé à mettre en place des outils de détection et de suppression ou de déréférencement en tout cas des morceaux générés par IA. Mais enfin c'est vrai que c'est un combat qui est un peu compliqué. On parlera tout à l'heure images aussi parce que c'est très intéressant. Je voulais me tourner vers vous évidemment Marion Carré. Un mot sur ce morceau, qu'est-ce que ça vous inspire à vous? Il y a un côté très ingrat avec l'intelligence artificielle générative, c'est qu'on a l'impression, comme pour l'appareil photo au moment où c'est apparu, qu'il suffit d'appuyer sur un bouton, de rentrer une phrase pour avoir une création, alors que comme expliqué, c'est plus complexe. Et dans cet exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement le créateur, pour avoir quelque chose qui fait sens, doit garder le premier et le dernier kilomètre de la création pour vraiment pas avoir une musique qui est juste comme tout le monde, mais quelque chose qui peut vraiment marquer les esprits. Et ça dit aussi quelque chose du récepteur. C'est que si finalement on peut autant apprécier une musique générée avec l'aide de l'intelligence artificielle, ça montre aussi cette forme de déboussolement qu'on a quand on est sur les plateformes et qu'on navigue d'un morceau à l'autre. Oui, c'est vrai qu'il y a la question de l'émotion. C'est intéressant d'ailleurs, il y a des chercheurs en IA qui avaient essayé de terminer la symphonie inachevée de Beethoven, donc avec un résultat qui était quand même assez impressionnant. Moi, j'ai pas l'oreille musicale, mais visiblement même des mélomanes s'ils laissaient tromper d'une certaine manière, ils savaient pas dire si c'était du vrai Beethoven ou du faux Beethoven. Donc ça va quand même assez loin. Mais pour me faire un peu l'avocat du diable, parce que je pense qu'il y a des artistes qui nous écoutent, qui sont peut-être un peu plus traditionnels que vous, qui sont pas encore passés à l'IA, ils vont dire mais non, mais c'est pas du tout la même chose. Il y a quand même un travail de conception, il y a un travail de composition, parfois aussi une forme d'inspiration. L'IA, elle peut pas. Enfin, je veux dire, c'est quand même beaucoup plus facile, même s'il faut prompter plusieurs fois et affiner son prompt, que le travail artistique classique. Vous comprenez cette dichotomie-là et le fait que ça puisse heurter un certain nombre de créateurs d'art? Oui, après, bon, la querelle des anciens et des modernes a toujours existé au niveau de l'art. Comme tu disais sur l'apparition de l'appareil photo, qui a mis quand même plus de 150 ans un peu pour être reconnu quand même, il ne faut pas l'oublier. L'informatique aussi, avec le pixel art quelque part. Alors, moi, j'ai pas ce problème, on va dire, parce que j'ai commencé mes études d'art graphique, donc je sais, on va dire globalement dessiner. Je suis passé par tout le cursus traditionnel, donc je l'ai. Aujourd'hui, j'ai une légitimité ou pas de le faire, parce que j'ai déjà fait tout ça avant. Ouais. Et je veux dire, je suis totalement, mais alors très droit dans mes bottes là-dessus, quoi. Parce que vous, Marion, alors faut que vous nous expliquiez d'ailleurs ce que fait Ask Mona. C'est la possibilité donnée aux spectateurs dans un musée, par exemple, de dialoguer avec un tableau. Expliquez-nous quelle forme ça prend, et puis on va en discuter après. Alors, je vais vous demander de vous projeter, de vous imaginer dans les jardins du château de Versailles, où vous promenez. Vous arrivez devant une statue, vous trouvez au pied de la statue un QR code que vous scannez. Et à partir de là, vous pouvez lancer une conversation comme une conversation téléphonique avec la statue. C'est-à-dire que vous lancez l'appel et donc vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête.
à cette statue. Et en fait, la façon dont on travaille, c'est que la statue a été entraînée, l'intelligence artificielle, pour répondre à des contenus qui ont été avec des contenus fournis par les curateurs du château de Versailles. Donc l'intelligence artificielle n'invente pas, mais elle répond de façon extrêmement personnalisée à vos questions. Et donc vous l'avez entraîné en s'inspirant de tout le corpus d'un artiste par exemple, de sa personnalité aussi, jusqu'à quel point de détails et de précision ça peut aller? Alors déjà, chaque statue a sa propre voix. Donc elles s'expriment toutes différemment. On a essayé de refléter une tonalité particulière. Et après, elles ont un très grand corpus d'archives qui permet de nourrir les réponses pour pouvoir répondre à tout type de questions que se posent les visiteurs. Mais aussi, si je pose la question de est-ce que l'OM va gagner son prochain match, l'IA va me répondre, mais tout en me ramenant sur le cœur du sujet, qui est de découvrir la statue. C'est sûr. Alors là, du coup, vous avez un peu réconcilié, vous, l'art au sens traditionnel et puis l'intelligence artificielle générative. Notre enjeu, c'est de sortir de l'expérience que j'appelle One Size Fit All, où quand on va dans un musée, on a tous exactement les mêmes contenus sur les panneaux, sur les supports, alors qu'on a une sensibilité, une curiosité différente. Et donc notre enjeu, c'est vraiment de mettre l'intelligence artificielle au service de la curiosité. Alors ce qui est vrai, c'est que l'IA, alors on disait, c'est peut-être, entre guillemets, certains peuvent le voir comme une solution de facilité, mais c'est vrai que c'est un facilitateur pour les créateurs. Ça veut dire que n'importe qui, finalement, peut se mettre à réaliser des films. Par exemple, on va sortir de la musique pour aller vers l'image, mais avec des outils comme Sora, comme Runway aujourd'hui, finalement, n'importe qui peut avoir l'espoir d'un jour devenir un grand réalisateur, mais depuis son salon ou son canapé, quoi. Oui, mais après, on avait aussi un peu cette impression-là quand les smartphones sont sortis, ou l'impression que la photo ou la vidéo soit accessible à tous. Bon, tout le monde ne s'est pas révélé des vulgaires impuissances, mais il y a eu par contre plein de nouveaux créateurs de contenu, ça c'est vrai. Après, je voulais revenir sur ce point entre les anciens et les modernes. Je trouve qu'il y a aussi les artistes qui râlent un peu face au contenu généré par IA. C'est aussi qu'ils voient que parfois, je pense par exemple à des graphistes ou des illustrateurs dont les clients pensent qu'ils peuvent générer un logo tout seul ou générer une publicité, un support visuel sans l'aide de graphistes et qui s'en passent ou alors leur proposent des contenus qu'ils ont générés eux-mêmes par IA en leur disant voilà, tu travailles à partir de cette image et ensuite tu l'arranges. Et donc ça leur enlève quand même une part de leur travail. Et donc il y a aussi ce côté-là. Ça peut être un outil effectivement d'artistes eux-mêmes qui s'en emparent. Ça peut être aussi vu comme effectivement tout le monde se prend pour un créateur en puissance. Donc pourquoi on a besoin d'illustrateurs, de comédiens. Ah oui, c'est ça, parce que le risque, c'est qu'à terme, on fasse plus appel. Vous, par exemple, vous avez travaillé un petit peu dans la pub, qu'une marque se dise les gars, en fait, je vais essayer avec mes petits doigts musclés de prompter sur Sora, je vais donner le logo de ma marque, je vais donner le message, et puis on va voir ce qui sort. Et même si c'est pas à 100% aussi bien que ce que vous auriez fait vous, ça leur fait quand même faire des économies. C'est pas quelque chose qui vous inquiète, ça? Qu'ils essayent. Mais ils vont peut-être essayer. Non, mais qu'ils essayent, parce qu'en fait, c'est là où, effectivement, ils se plantent un peu tous. C'est-à-dire que dans la demande, ils veulent ça, un film en 3 jours. Ils veulent réduire les coûts, réduire le temps, réduire l'argent. On connaît l'histoire du tabouret. D'un coup, quand il y a les 3 qui sont réunis, on se casse la gueule, quoi. Donc ça ne va pas durer très longtemps, ce genre de réflexion. Et je la partage, par contre, totalement. Hein. Je le vis, je l'ai vécu. J'ai vécu, par contre, en 89, l'arrivée du Mac, et qui a posé exactement le même problème par rapport à tout ce qui était, on va dire, création publicitaire traditionnelle. Qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené la fin de certaines agences, un peu structurées. À partir de 91, ce qui n'était qu'un gadget, le Mac, l'arrivée du Mac était un gadget dans la création. On voit ce que ça a donné quand même. Et ce gadget-là, en fait, on l'a très vite dépassé. Et techniquement, ça a ouvert quoi? Il y a eu plus de graphistes, plus de créateurs qui se sont emparés par ces outils-là, en nom propre, en tant qu'indépendants, sur le marché, sont arrivés et ont déboulé, quoi. C'est indéniable. Et je pense que ça va être la même chose. Marion. Et ce phénomène, c'est ce que je décris dans mon dernier ouvrage, Le paradoxe du tapis roulant. On a cet effet avec l'intelligence artificielle où chacun veut aller plus vite, monter sur le tapis roulant créatif, avoir plus d'idées plus rapidement, produire beaucoup plus de créations. Et en fait, au fur et à mesure, si on ne prête pas attention, on finit par s'appuyer de plus en plus sur ce tapis roulant qui nous emmène exactement tous dans la même direction avec ce phénomène de standardisation
d'homogénéisation des contenus. Et pour en sortir, à mon sens, il faut passer du tapis roulant au tapis de course. Et donc, effectivement, en mobilisant les artistes, les créatifs, pour aller plus loin que la production basique que peut faire l'IA et qu'on commence à voir partout avec ce phénomène des high slope, etc., ces contenus hyper standardisés. Et high slope, c'est donc le fait que l'IA s'auto-alimente elle-même et qu'à la fin, on se retrouve avec des contenus de qualité médiocre, en réalité, pour le dire simplement. Mais alors, à vous entendre tous les trois, j'ai l'impression, alors c'est un argument qu'on entend souvent dans cette bataille de l'intelligence artificielle générative, c'est de dire finalement l'IA, ça doit rester un outil au service de la création et c'est un outil comme l'a été le stylo ou comme l'est le pinceau pour un artiste. Mais en réalité, cette métaphore, elle a quand même sa limite à un moment parce que c'est un stylo qui peut écrire le bouquin à ma place et le signer pour moi. Donc en fait, est-ce que la question, c'est pas là où on met le curseur dans l'utilisation de l'IA? Un auteur qui va utiliser l'IA pour brainstormer, trouver des idées et peut-être l'aider à reformuler certains passages, ça peut être explicable. Celui qui s'en sert pour écrire 95% de son livre, est-ce qu'il peut encore s'appeler écrivain? C'est ça aussi qui est compliqué, non? Oui, c'est ça. Et puis en plus, c'est un crayon ou un stylo qui s'appuie sur des œuvres existantes. Enfin, du coup, c'est pas un outil non plus complètement neutre. Alors effectivement, il y a toujours eu de la copie, de la reprise dans l'art. On a comparé par exemple la musique IA au sample, enfin que les musiciens reprennent effectivement des extraits d'autres musiciens, mais là quand même c'est entraîné donc sur énormément de données, sur des œuvres parfois protégées par le droit d'auteur et les auteurs n'ont jamais donné leur accord. Donc il y a aussi cette ambiguïté-là qui fait que ce n'est pas un outil tout à fait neutre dès le départ, en fait, quand on l'utilise. Exactement. Alors, Stéphane, j'aimerais bien, parce que vous, pour le coup, c'est votre métier, hein, vous êtes réalisateur IA, on le disait, que vous nous expliquiez un peu, qu'on mette un peu les mains sous le capot et que vous nous expliquiez comment on réalise un film aujourd'hui avec de l'IA. Comment on part d'une idée, est-ce que vous la promptez via ChatGPT, puis ensuite vous passez à Sora, ensuite vous affinez. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, déjà, moi je pense qu'il ne faut pas travailler de la même façon qu'en traditionnel, en réflexion traditionnelle sur un film. C'est-à-dire qu'on n'est pas, moi je travaille pas avec un storyboard, passer par faire un storyboard à partir d'un scénario et après tourner, on va dire, les images du storyboard pour après faire un montage. Avec Christophe, quand on travaille justement avec le son, on part sur une idée globale, un point de départ, point d'arrivée, et on se laisse le droit d'avoir des heureuses surprises et des accidents dans ce qu'on va dérouler, on va dire, entre ce point de départ et ce point d'arrivée. Et c'est là-dessus que d'un coup, on doit être beaucoup plus souple, en fait. C'est-à-dire, si on essaye de demander à l'IA de faire quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, on se tape la tête contre le mur. Donc, il faut totalement changer, on va dire, la façon de réfléchir et d'aborder l'outil pour réaliser un film. Là, on a réalisé quelques-uns sur lesquels, effectivement, à chaque fois, il y a un accident heureux qui fait rebondir, on va dire, quelque part. Mais c'est nous qui rebondissons, c'est pas l'IA. C'est un dialogue, quelque part. C'est un peu comme un cadavre ski, dans le côté un peu absurde. C'est-à-dire qu'on lance une requête, il y a quelque chose qui revient, c'est un ping-pong. Ouais, ok. Et d'un coup, il y a une erreur, on se dit, ah non, mais ça, c'est pas une erreur, en fait. Ça, c'est une super... c'est nous qui voyons que c'est une bonne idée. C'est pas l'IA qui voit que c'est une bonne idée. Et c'est quoi comme type de film? On peut déjà les voir? Alors, nous, on diffuse sur LinkedIn. L'année dernière, on en a fait un tout petit qui était au Worldwide AI Festival, ouais. Voilà. Qui était dans la sélection officielle. Et donc, oui, on diffuse sur les réseaux. Et avec des vrais comédiens? Non. C'est ça, c'est aussi un sujet, parce que je parlais, demain on aura toute une émission sur IA et emploi et tous les secteurs d'activité qui vont être transformés. Là, moi, si j'étais comédien, si j'étais doubleur, si j'étais scénariste, je commencerais quand même à me faire un peu de soucis, quoi. Oui, après on peut quand même avoir, sur les voix, des fois on utilise de vraies voix aussi. Parce que des fois les voix en IA, c'est quand même pas terrible aujourd'hui. Et puis il faut arrêter aussi de croire que c'est le grand remplacement, quoi. Ça c'est une espèce de peur dramatique par rapport à l'inconnu. Voilà. Est-ce que c'est la naissance d'un nouveau genre du coup plutôt qu'une... C'est un genre d'expérimentation en plus. Il y a beaucoup d'expérimentation. Aujourd'hui, il n'y a pas la qualité, on va dire, pour sortir du vrai film où il faut faire dans ce cas beaucoup de post-production derrière. Ouais. Marion, vous utilisez ces outils aussi, je ne sais pas, dans votre activité de start-up, soit pour la communication ou pour autre, mais vous générez des films avec de l'IA?
Alors nous on s'en sert à tous les étages de l'IA chez Asmona et du coup j'étais un peu déstabilisée quand j'ai voulu écrire mon nouveau livre parce que j'avais écrit plusieurs livres sans IA avant, sauf que dans ma vie professionnelle je l'utilise tout le temps et donc au moment où il a fallu réécrire sans, c'est comme quand on cherche à écrire à la main après avoir écrit longtemps à l'ordinateur. C'était un peu perturbant et donc petit à petit j'ai réussi à la mettre à distance pour me réapproprier mon écriture et m'en servir plutôt pour faire ce que j'appelle penser contre moi-même. C'est-à-dire écrire et ensuite utiliser l'IA pour m'aider à voir des angles morts, des points faibles et vraiment alimenter ma réflexion comme une sorte d'agent de décentrement pour m'aider à voir un autre point de vue. Et vous n'aviez pas cette tentation toujours de revenir à l'IA en disant ah ouais bon ce serait quand même plus facile si là il me faisait un petit résumé juste en lui donnant 2 ou 3 points et puis de ma pensée et puis voilà il va m'écrire une page supplémentaire du bouquin. Alors c'était un combat au début, surtout que j'avais un peu cette comparaison avec l'IA, j'avais l'impression qu'elle écrivait toujours mieux que moi. Même quand je lui demandais de corriger les fautes d'orthographe, elle pouvait pas s'empêcher de reformuler et parfois de changer un peu mes propos, notamment de façon plus favorable à l'intelligence artificielle que ce que j'avais écrit initialement. Donc il y a vraiment eu tout ce, on va dire, ce combat le long de l'écriture de ce livre. Et pour rebondir sur ce qui était dit précédemment, il y a un impact sur les métiers créatifs qui commence à être documenté. Alors c'est pas que l'IA va remplacer l'artiste ou le créateur, c'est plutôt qu'il y a souvent une économie de la multi-activité où un artiste ou un créateur va en parallèle avoir des jobs plus alimentaires, on va dire, de création. Et c'est ces jobs-là qui souvent vont être pris de plus en plus en charge par l'IA. Et la problématique, c'est que sur le long cours, si on a moins d'artistes et de créateurs qui peuvent vivre de leur création, alors on aura des IA moins riches parce qu'elles ont besoin de ces contenus pour s'enrichir et s'entraîner. Marine, vous vous en servez, vous, pour, dans votre travail, par exemple, pour relire les articles ou ce genre de choses? On sort du domaine artistique à proprement parler, mais c'est intéressant. Alors, je m'en sers parfois pour faire des recherches, des outils comme Notebook LM qui permettent de faire de la recherche documentaire. Pour l'écriture, je m'en sers aussi parfois quand je bloque sur une formulation. Mais je rejoins votre point de vue où il y a un peu ce côté où parfois l'IA va changer un mot. Et pourtant, mais j'aime bien ce mot. Pourquoi tu veux le changer? Et c'est un combat un petit peu... entre nous et la machine pour imposer son style. Et la question que je me pose, c'est à force de l'utiliser, est-ce qu'à un moment donné, on ne laisse pas un petit peu de ce libre arbitre-là? Ouais. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent qu'il y a une forme de dépendance qui se crée et aussi de libre arbitre. Enfin, c'est-à-dire que plus on utilise l'IA, plus on est tenté d'aller vers ce que nous propose l'IA. Ça a été fait, je crois, sur des élèves où même quand l'IA suggérait une réponse fausse et que la vraie réponse sans IA, avec l'IA, ils allaient dans son sens et se trompaient. Donc ça pose quand même... Il y a vraiment cette problème de la paresse algorithmique, effectivement, qui a été bien documentée. Oui, il y a vraiment ce sujet de l'utilisation de l'IA. Alors je pense qu'ici, on a tous... j'allais dire un certain âge, c'est pas ça, mais en tout cas, on est plus vieux que les élèves dont vous parliez à l'instant. Et donc, on a peut-être cet esprit critique qui fait qu'on va se servir de l'IA comme un sparring partner, effectivement, travailler contre nous-mêmes, penser contre nous-mêmes avec l'IA. Ceux qui naissent là-dedans, ça va peut-être être quand même beaucoup plus compliqué d'avoir cette approche-là. Donc ça va être un vrai sujet. Un sujet intéressant aussi quand on parle de création artistique et d'intelligence artificielle, c'est la capacité de personnaliser les contenus. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, le fait que demain, en fait, on pourrait avoir un film ou une chanson qui serait fabriqué pour moi en fonction de mes goûts, de mes spécifications. Est-ce que vous connaissez Showrunner? Ça vous dit quelque chose? Cette plateforme américaine, le Netflix de l'IA, où en gros on peut fabriquer des épisodes à la demande. On a une série et puis non mais là j'aimerais bien, le personnage il meurt à la fin, moi j'aimerais mieux qu'il continue à vivre et puis puis là cet épisode là il m'a pas trop plu parce qu'il y avait ça. On peut intégrer des éléments, etc. Est-ce que c'est ça le futur de la création artistique à votre avis? Et est-ce qu'on aura encore un truc à se raconter à la machine à café une fois que finalement l'IA pourra nous faire notre contenu à nous pour chacun d'entre nous? Ça va être une vraie question aussi. Marine? Alors, à voir ce que ça donnera dans quelques années, si ce sera suffisamment de qualité pour qu'on ait envie de regarder ce type de contenu. Là, ce que je vois pour le moment des contenus générés par IA, c'est, vous l'avez évoqué, mais c'est une forme de standardisation quand même du style. Les images qui sont générées par des gens qui n'ont pas forcément, qui font pas l'effort de rentrer des prompts de qualité. C'est des images un peu jaunes, style BD belge, mais mal faite. Donc il y a quand même un côté où ce violet qui revient tout le temps dans les images aussi, dont on a beaucoup parlé. Il y a un côté où les images se ressemblent plus que... on aurait pu penser que ça mènerait à une hyper-personnalisation de la créativité démultipliée. Pour le moment, c'est le slop, comme on a parlé, c'est quand même beaucoup la même chose.
Allez-y, J'ai le Marion. sentiment qu'une des fonctions fortes de la culture, c'est de rassembler. Et quand on vient, par exemple, dans un endroit comme ici pour écouter un concert, c'est pour vibrer ensemble. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on aura toujours besoin d'avoir, ce commun, pour sentir une émotion et la partager. Oui, Stéphane ? alors, je suis totalement d'accord, parce qu'on parle beaucoup de l'IA par rapport aux écrans. Et la preuve, c'est-à-dire le projet à Versailles que je trouve superbe, justement fait ressortir de l'écran pour réinterroger le réel, finalement, et avoir une discussion optimisée du réel. Donc on envisage l'IA aussi sous d'autres formes. Moi j'ai fait l'année dernière une vingtaine d'installations en réalité augmentée près de Calais, dans lequel il y avait aussi un travail avec l'IA. Et d'un coup c'est se réapproprier le réel et sortir de l'écran, parce qu'ils sont bien un peu décriés les écrans quand même. C'est vrai. Alors le problème, on l'a évoqué un petit peu, hein, mais c'est le fait qu'on va être confronté à une avalanche de morceaux, de contenus, de films qui sont générés par l'intelligence artificielle. On le voit de plus en plus. Hein, Sora 2, c'est une plateforme. En plus, ils ont repris le mode un peu TikTok pour que les vidéos deviennent virales. Donc c'est très très malin aussi. Comment est-ce que ça risque pas de noyer les vrais artistes? C'est-à-dire que quand on est un artiste humain, même si on utilise aussi l'IA comme on en a parlé, comme un outil, comment on fait pour lutter finalement contre la création artistique entièrement générée par l'IA? Comment on fait pour se démarquer? Quelle place reste-t-il finalement pour le génie humain dans tout ça? Le récit. C'est-à-dire? Le récit. C'est-à-dire le récit. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de récit, ce qui est la base de notre humanité, quand même, raconter des histoires depuis qu'on est dans une grotte au coin du feu, s'il n'y a pas le récit, il n'y a plus rien. Après, le reste, c'est de l'esthétique. Après, c'est des médiums, c'est des moyens. C'est des moyens d'expression. Qu'on taille une pierre, qu'on invente la roue, qu'on voyage en TGV, qu'on se fasse de l'IA, tout ça c'est la même chose. Mais par contre, c'est qu'est-ce qu'on raconte et comment on le raconte, c'est ça qui est intéressant. Et ça, l'IA ne sait pas le faire. C'est un peu le sujet du slop dont on a parlé, donc ces images, pour donner quelques exemples peut-être, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook des images de boulangers qui posaient avec des sculptures en pain improbables de Jésus crevette, ou il y a eu récemment des vidéos d'animaux qui sautaient sur des trampolines, comme s'ils étaient filmés par une caméra de vidéosurveillance, qui génèrent énormément de vues et qui n'ont strictement aucun message derrière, à part si ce n'est générer du clic. Et il y a une étude assez récente de chercheurs de Télécom Paris, je crois, qui montre qu'un des dangers en fait de ces contenus, c'est aussi qu'ils entraînent une forme de démotivation pour les vrais humains à créer du contenu. Parce que si le trafic est détourné vers ce type de vidéos, ou pour nous journalistes, vers des sites web entièrement générés par IA, quelle motivation on a à vouloir continuer de créer en fait? Je voulais qu'on reparte sur cette, j'allais dire, levée de bouclier et cette contre-attaque, contre-offensive qui est en train de se mettre en place face à l'utilisation de l'IA dans le domaine artistique. C'était l'un des sujets des grandes grèves d'Hollywood il y a 1 ou 2 ans de ça, où on disait il faut interdire certains usages. On voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui commencent à monter au créneau également. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que finalement, on n'essaye pas d'arrêter la marée avec une serpillière, pour le dire simplement? Et est-ce que c'est pas un combat perdu d'avance? De toute façon, l'IA, c'est une déferlante. Par exemple, dans le cinéma, c'est déjà une réalité, en réalité, Stéphane. Oui, non, c'est une réalité, effectivement. Quand il y a une vague de tsunami qui arrive face à soi, il faut apprendre à surfer, quoi. C'est tout. Oui, c'est ça. À bien surfer, là. Parce que... à bien surfer. Mais moi, je me rappelle ici, il y a 3 ans, il y avait les questions justement sur la question des droits, les mêmes questions sur cet événement, de mettre des clauses européennes. Sauf que le reste du monde, la Chine et les États-Unis, vu ce qu'ils dépensent en l'IA générative, c'est sans commune mesure. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même une guerre économique derrière tout ça, quoi. Et après, en dehors de la guerre créative. Après, je pense qu'il va y avoir une transformation, on va dire, des métiers. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, dans le cinéma, tout ce qui est VFX, effets spéciaux, j'ai vu qu'il y avait des baisses, on va dire, de commandes au niveau des VFX. Sauf qu'en fait, il y a une montée. Le secteur qui monte le plus, c'est la direction artistique. Alors on se dit, tiens, il y a une génération de réalisateurs et de directeurs artistiques d'un coup, mais en fait c'est faux. C'est-à-dire que ceux qui faisaient du VFX se requalifient. VFX, c'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux se requalifient comme directeur artistique, donc finalement comme chef d'orchestre d'IA. Et après, on peut être plusieurs à travailler, comme moi je le fais avec Christophe sur le son, plusieurs humains,
à travailler sur des IA différentes et partager les expériences vivantes, communes, pour travailler et réaliser des projets. On peut quand même comprendre hein, ce mouvement. Alors on parlait des comédiens, il y a un exemple que j'ai pas donné, c'est celui de Tilly Norwood, vous en avez peut-être entendu parler, qui est cette actrice générée par une IA, qui a connu un succès incroyable. Alors sur les réseaux sociaux, elle a plein de followers, et certaines boîtes de production maintenant commencent à vouloir l'intégrer dans des films, donc il y a d'autres acteurs qui sont montés au créneau. On peut comprendre quand même qu'il y a un mouvement en disant on n'a pas envie d'être juste remplacé par des machines. Oui, et puis même de dire que la technologie est là, elle arrive. Je pense pas que ce soit une serpillière de se mobiliser pour faire valoir des droits, parce que n'importe quelle technologie qui arrive nécessite créer des nouvelles conditions, et donc les salariés, les comédiens en l'occurrence, ont besoin de s'organiser pour faire valoir leurs droits. Il y a eu effectivement des grèves à Hollywood, ils ont quand même obtenu certaines choses. En France, par exemple, il y a les comédiens voix qui commencent à se regrouper pour exiger que dans leur contrat qu'ils ont avec, par exemple, des studios de jeux vidéo ou des éditeurs de livres audio, pour lesquels ils prêtent leur voix, de les obliger à faire valoir le droit de dire non, moi je ne veux pas que vous utilisiez ma voix pour entraîner les IA. Oui. Et c'est des clauses qui sont assez dures à faire respecter, parce que les éditeurs ne veulent pas forcément. Donc je pense que quand même ces combats sont nécessaires, même si de toute façon la technologie est là. Ils ont tout intérêt quand même à se mobiliser pour obtenir. Mais alors les doubleurs par exemple, ils peuvent dire on ne veut pas que notre voix soit utilisée pour entraîner les modèles, mais en revanche ils ne pourront pas empêcher les créateurs de contenu d'utiliser une IA pour justement faire de la voix sans avoir à passer par des êtres humains. Vous, quand vous faites vos IA qui parlent aux humains à travers les statuts, j'imagine que c'est une voix artificielle, c'est pas des comédiens, j'imagine que vous utilisez. Effectivement, ça c'est fait avec une voix artificielle, mais tout est une question de curseur, de qu'est-ce qu'on veut faire avec quoi et où est-ce qu'on place le curseur. Et pour en revenir à ce qu'on disait avant, je pense que c'est une question de rapport de force, mais que le rapport de force peut évoluer dans la mesure où, comme on a des IA qui sont de plus en plus gourmands en données, qui ont déjà aspiré une très grande partie de ce qu'il y avait sur le web, alors on commence à arriver à une ère où on a besoin d'autres catalogues de données qui ne sont pas en libre accès, et c'est là que le rapport de force peut changer pour des détenteurs de droits, de catalogues, et pour faire en sorte qu'on trouve un modèle économique équilibré pour rémunérer les créateurs. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs la question du modèle économique aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, là c'est tombé hier, Eleven Labs, donc qui est une grande boîte d'IA de synthèse vocale pour le dire simplement, ils ont signé un accord avec deux acteurs célèbres, avec Matthew McConaughey et avec Michael Caine, pour en gros avoir le droit d'utiliser leur voix. Alors dans le cas de Matthew McConaughey, c'est pour faire une newsletter, elle est en anglais, ils vont pouvoir la traduire en espagnol, mais ce ne sera pas lui qui parlera directement. Et Michael Caine, lui carrément, il prête sa voix ou il licence sa voix. On va pouvoir, si on est une marque, acheter ou louer la voix de Michael Caine. Donc j'ai l'impression que le vernis est en train de se fissurer aussi, et que le monde du cinéma qui regardait ça avec un peu de dégoût et en se pinçant le nez est finalement en train de se rendre compte et de se rendre à l'évidence et d'aller dans le sens de l'histoire d'une certaine manière. Ouais. Mais alors, Matthew McConaughey, il aura certainement l'opportunité de vendre sa voix très cher. Ouais. Un comédien qui fait des livres audio, qui n'a pas sa notoriété, est-ce qu'ils auront ce pouvoir de négociation-là ou est-ce que leur voix vaudra quelques centimes? C'est un vrai sujet. Ouais. Donc, à voir à qui profite le modèle économique. Est-ce que ça ne va pas concentrer un peu plus les revenus? Marion Avec Stéphane. Effectivement une segmentation des acteurs qui peut entraîner ça, parce qu'on a vu donc des accords de licence qui ont été établis où par exemple des grands médias vont autoriser des grands modèles d'IA à pouvoir récupérer leurs données pour s'entraîner. Et la question c'est que les partenariats sont avec des gros, mais il faut que les plus petits acteurs se rassemblent, se fédèrent et s'organisent pour faire en sorte que ce soit effectivement plus simple de penser ces modèles économiques pour qu'ils en bénéficient également. Stéphane? Oui, non, moi je pense que sur la voix, qui est quelque chose d'assez capital justement dans ce débat, il faut que ceux qui prêtent leur voix et qui ont aient des droits d'auteur sur l'utilisation de leur voix. Donc à mon avis, il faut qu'à un moment donné, ils vont leur faire enregistrer, elles seront numérisées, et on aura la voix de celui qui interprète par exemple Morgan Freeman, qui est très identifiable, on va avoir touché des droits d'auteur sur certains films, mais ça ne remplacera pour l'instant pas encore vraiment le acting, on va dire, qu'il y a derrière par rapport à quelqu'un qui fait une traduction, qui interprète, on va dire, une voix par rapport au cinéma ou par rapport à une histoire. Mais c'est vrai ça, et c'est vrai jusqu'à quand? On parlait de la part d'humain et de qu'est-ce qui reste irremplaçable finalement dans l'humain, dans l'art. Est-ce que l'acting finalement, on dit ça, mais quand on voit
d'où on vient en IA vidéo, ce qu'on faisait il y a encore 2 ans, les images de Will Smith qui mange des pâtes, on se souvient, les images étaient complètement incroyables. Et maintenant, quand on demande Will Smith qui mange des pâtes, on a Will Smith qui mange des pâtes, vraiment. C'était limite plus drôle avant. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais dans 6 mois, ce sera terminé ce combat. La barre se place quand on a besoin de subtilité. Et d'une certaine finesse. Et moi, je vais vous prendre l'exemple de la traduction littéraire. On peut se dire oui, mais maintenant, on peut très facilement traduire un livre en 2 secondes. Et en fait, pour avoir fait le test avec le titre de mon ouvrage, j'avais une traduction qui voulait dire le paradoxe du tapis de course. Alors que moi, c'était le tapis roulant. Et il y a plein de subtilités comme ça qui sont liées à un contexte culturel que l'intelligence artificielle peut avoir du mal à restituer, notamment parce que ces modèles sont le reflet de normes culturelles issues des jeux de données qui les ont entraînés. Donc c'est pas neutre en fait une IA. Donc il reste là une part pour l'humain, mais dans l'ultra excellence, j'allais dire, sur le traducteur, mais qui va être capable de traduire Shakespeare avec un niveau de finesse et de subtilité absolument dingue. Mais c'est pas le gros de la profession. C'est celui qui va traduire une série Netflix ou une notice de médicaments. Celui-là, évidemment, là, l'IA peut faire le taf. Les traducteurs qui traduisent des textes assez techniques, des notices de médicaments ou de toute forme d'appareil. Le problème, c'est qu'effectivement, on a cru que l'IA pouvait faire leur travail, et donc aujourd'hui, ils sont devenus un peu des correcteurs de ce que traduisent les IA, mais eux disent que ce que produit l'IA est quand même assez médiocre, qu'il y a des subtilités, et même dans ce type de texte qui paraît complètement pour nous banal, aride, mais il y a quand même, puis bon, ça peut être aussi dangereux si par exemple si une notice de centrale nucléaire qui est une erreur ou de médicaments d'ailleurs, mais mais par contre, comme ils sont assez mal payés pour faire ce travail de correction, au bout d'un moment ils se disent on laisse passer même si c'est pas complètement parfait. Donc c'est aussi, on accepte un petit peu que pas la médiocrité, mais que le niveau des textes et des contenus se dégrade. Il y a aussi tous les artistes qui essayent de se défendre, parce que là on parlait de contre-attaque syndicale, si on peut dire, mais il y a aussi tous ceux qui, par exemple, disent il faut mettre une sorte de filigrane numérique sur ma voix, par exemple, ou toutes les œuvres auxquelles j'ai participé, pour que l'IA ne puisse plus les recopier ou fasse n'importe quoi quand elle les recopie. Ça a de l'avenir. Vous y croyez à ce mode d'action pour lutter contre l'IA d'une certaine manière? En termes de contre-offensive, ça me fait penser à ces artistes qui empoisonnaient leurs images, où ils faisaient en sorte que pour une image de chat, l'IA voit une vache, et donc ça fout complètement en l'air l'entraînement de l'IA derrière. Donc il y a eu, je pense, ces actes de résistance face à une prise par surprise. En fait, on a vu émerger plein de choses, il y a eu un sentiment de braquage, une résistance qui s'est organisée, mais je pense qu'aujourd'hui on va entrer dans l'ère, en tout cas je l'espère, du dialogue pour trouver un modèle économique et une façon d'avancer plus pérenne. Et c'est compliqué parce que faut être honnête aussi, c'est-à-dire que les grands modèles, les géants de la tech et ceux qui font ces modèles d'IA, ils y sont quand même allés comme des sauvages dans le siphonnage de données. On le voit bien quand on utilise Sora aujourd'hui ou d'autres, et qu'on demande fais-moi un dessin animé dans le style de Ghibli ou dans le style de Pixar. On se retrouve avec un dessin animé Pixar. C'est quand même ça la réalité. Ça veut dire qu'ils ont entraîné leur modèle, évidemment, avec tous les films possibles et imaginables. On peut s'attendre d'ailleurs à des procès, je pense, dans les années qui viennent, de la part de Nintendo, Pixar, les studios Ghibli ou autres. Clairement, Stéphane. Oui, là-dessus, ça va tomber. En même temps, avant l'IA, nous-mêmes, en tant que créateurs, on s'est quand même influencé de tout ça. Oui, c'est vrai. On peut influencer, mais il y a influencé et il y a repompé. Alors, je sais que la nuance est. C'est pas repompé puisque c'est pas des images qui sont prises. On connaît le système. Elles sont entraînées avec. C'est là où c'est un peu, c'est très gênant. La difficulté, c'est que les entreprises OpenAI, Google, etc. ne diffusent pas du tout la liste de toutes les données et les œuvres sur lesquelles ils sont entraînés. Ou celles qui s'entraînent sur TikTok. Aussi, voilà. Et l'IA Act, donc ce grand texte européen qui est en train d'être mis en vigueur en Europe, demande à ce que quand même il publie un certain nombre de données, mais ce sera probablement qu'un résumé. Donc c'est quelque chose d'ailleurs que les artistes contestent, parce qu'ils auraient voulu que ce soit beaucoup plus précis que ça pour ensuite pouvoir réclamer des droits d'auteur. Donc voilà, et puis de toute façon, leurs modèles ont déjà été entraînés sur des données, donc c'est compliqué de dire maintenant je veux que mon œuvre soit retirée de ces bases. La question, oui Stéphane, vous voulez rajouter quelque chose? Interdire, ça ne marchera pas, de toute façon. Dans la globalisation mondiale dans laquelle on est, on voit le côté européen. Oui, nous on va s'interdire, mais les autres vont pas s'interdire. Vont continuer. Ouais. Voilà.
Après, ça me fait penser dans les débuts des CD dans lesquels il y avait Parental Advisory sur certains albums. Justement, ça avait provoqué l'effet inverse, c'est-à-dire que du moment où c'était Parental Advisory, les gens achetaient les albums parce qu'ils étaient un peu avec des mots scabreux à l'intérieur. Et là, on va dire, oh là, si c'est interdit, c'est au contraire, ça porte un attrait. Non, mais on voit quand même tous les enjeux. On dépasse vraiment le simple cadre de la philosophie, lapsus révélateur, de la technologie pour aller vers la philosophie. Le débat économique évidemment sur le modèle économique, sur les droits d'auteur, le juridique aussi. Et je parlais de la philosophie parce qu'il y a une question qui me semble-t-il est importante. Ce qui va se poser, c'est celle du consentement aussi. Est-ce qu'on a le droit par exemple de poursuivre l'œuvre d'un artiste disparu une fois qu'il est mort avec l'intelligence artificielle? Il y a de plus en plus d'initiatives dans ce domaine-là. Alors je parlais tout à l'heure de Beethoven, mais sans même aller jusque-là. Alors il y a eu une initiative intéressante là, c'est la tentative d'une entreprise américaine de reconstruire les 43 minutes d'un film d'Orson Welles qui s'appelle La splendeur des Amberson. Alors moi je connaissais pas, mais apparemment c'est un grand classique pour tous les cinéphiles. Et donc il a été détruit. Et donc ils veulent utiliser l'IA à partir des notes d'Orson Welles pour reconstituer en fait toutes les scènes et tous les morceaux manquants. C'est intéressant, je trouve, d'un point de vue artistique comme projet, mais finalement, Orson Welles, il n'a jamais demandé il n'a jamais donné son consentement à ça. Et ça va être, je pense, une question qui va se poser pour tous les artistes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut poursuivre mon œuvre? Vous avez une réponse à ça? Alors, de réponse, je sais pas, mais c'est vrai que ça me fait penser aussi sur Sora 2. Il y a effectivement donc cette application de génération de vidéos qui ressemble à un TikTok, en gros, généré par intelligence artificielle. Il y a Sora limite, enfin OpenAI limite la génération d'images de personnalités vivantes, mais par contre, il y a eu beaucoup de vidéos de Michael Jackson, de Robin Williams, et donc ça, d'ailleurs, des familles de ces personnalités décédées s'en sont pris à OpenAI parce qu'ils disaient nos parents n'ont jamais voulu que leurs images soient utilisées comme ça. Donc je pense que oui, cette question risque de se poser assez régulièrement. Stéphane. Oui, alors avant l'IA, j'ai eu moi-même des problèmes sur des productions que j'avais réalisées personnellement qui ont été pompées. Ah bah vous voyez, donc quand c'est dans ce sens-là, c'est moins agréable. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Vous avez l'air Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas fallu attendre l'IA pour d'un coup commencer à prendre des créations et les piller ou quoi que ce soit. Et il faut faire une distinction entre le droit français et le droit américain. C'est-à-dire le droit d'auteur français, la protection des droits d'auteur n'est pas, on va dire, le copywriting américain. Voilà, quand on parle de droit d'auteur, on ne parle pas déjà des mêmes choses selon les pays. Nous, on a l'impression que dans notre exception culturelle, on parle que du droit français, alors que non. Voilà. Bon, vas-y. Après, cette question en fait, on a déjà pas mal d'outils juridiques opérants sur le droit d'auteur, le droit moral, comment se positionnent les ayants droit. Et je pense que tout l'enjeu est la visée de ces projets, comment est-ce qu'ils sont faits, est-ce qu'ils sont faits de façon respectueuse, intelligente. Donc c'est vraiment, je pense, du cas par cas. C'est difficile de condamner tous ces projets ou de dire qu'au contraire, c'est génial. Je pense que c'est vraiment la question dont l'IA est utilisée, ce qui nous ramène à cette idée de l'IA est un outil et tout dépend de la manière dont on s'en empare. Avec quand même une différence, c'est la masse de contenu qui peut être produit en quelques minutes, parce qu'effectivement, ça c'est ce type de questions se poser là, le fait d'avoir un outil qui est très démocratisé, que tout le monde peut utiliser, ça fait qu'il y aura énormément de cas et que juridiquement, c'est peut-être aussi un souci de faire du cas par cas, parce que impossible de tout réguler. Et certains, sur le modèle économique, vont jusqu'à dire, à chaque fois qu'une IA s'inspire d'une œuvre, il faudrait qu'il y ait quelques centimes ou fractions de centimes qui soient reversés à l'artiste dont elle s'est inspirée. Ce qui est, j'imagine, une usine à gaz absolue à mettre en place. Mais en tout cas, ça fait partie des idées. Parce que quand on parle du modèle économique, finalement, qui gagne aujourd'hui? Qui est le gagnant? Est-ce que c'est les grandes plateformes? Est-ce que c'est ceux qui conçoivent les IA? Est-ce que ce sont les plateformes de réseaux sociaux qui récupèrent de la monétisation publicitaire à travers les contenus générés par l'IA? Ou les artistes, eux, ils récupèrent rien du tout, quoi? Est-ce que ce sont les personnes qui fabriquent les cartes graphiques? Et en fait, on a aussi toute cette chaîne de valeur de l'intelligence artificielle qui est souvent invisibilisée, parce que nous, on s'arrête aux applications, ChatGPT, etc. On n'a pas trop une idée de ce qu'il y a derrière. Et en fait, il y a vraiment toute une industrie, tout un écosystème. Et ça, je pense qu'on parlait d'enjeux d'éducation, de comment vous faire les jeunes générations, etc. Je pense que ça fait parler de cette littératie numérique qu'on doit avoir pour comprendre comment sont fabriqués ces outils afin de les utiliser à bon escient. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter dans ce contexte-là? Est-ce que, par exemple, la notion d'apposer une mention réalisée par l'être humain sur une œuvre d'art
ça aurait du sens, comme on a un label aujourd'hui fait maison dans les restaurants ou dans les boulangeries. Est-ce que ça aurait du sens et est-ce que ça aurait de la valeur à votre avis? Non. C'est ce que veut faire par exemple la Motion Picture Academy qui gère les Oscars. C'est pour ça que l'idée ne jaillit pas de mon cerveau comme ça. Mais ils ont dit voilà, on voudrait mentionner si une œuvre a utilisé de l'IA, si elle a été entièrement générée par des êtres humains. Ça fait partie aussi. Ça a aucune valeur? Non. Non, strictement aucune valeur pour moi. Quand on prend certains films, on va dire des blockbusters dans lesquels on intègre la 3D hyper réaliste pour faire revivre certaines personnes ou faire continuer des acteurs à jouer dans certains films, des Star Wars ou autres, on se pose pas la question en fait. Bon, tout ça c'est encadré, mais on ne dit pas attention, il y a des effets spéciaux. Indiana Jones, le dernier, je crois que il a comme ça. Harrison Ford, il est jeune, il est vieux, ils ont utilisé les IA. On ne dit pas attention, IA, il est plus jeune, il n'a pas été filmé quand il était jeune. Désigné comme ça, c'est, on va dire, je pense, c'est plus pour essayer de gagner du temps. Ouais, peut-être. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, je reviens à vous tout de suite, Marion, mais aujourd'hui ou jusqu'ici, il y avait une sorte de pacte tacite entre le spectateur et le réalisateur en mode, oui, ok, vous utilisez des effets spéciaux, peut-être de l'intelligence artificielle, mais on sait quand même que le gros du boulot, il a été conçu, imaginé par des êtres humains. Là, si on s'achemine vers des œuvres qui sont 100% générées par l'IA, avec l'humain qui réalise une partie de la tâche qui est quand même beaucoup plus restreinte, ça aurait peut-être quand même un peu plus de sens, non ? Ouais. Non, vous y croyez pas? Moi non, j'y crois pas. Okay. Marion, juste après. Pardon. Oui. Légalement, maintenant, il est quand même. Enfin, on est censé préciser quand une image a été générée par IA, parce que justement l'IA Act l'exige. Enfin, je sais plus si cette clause est exactement en vigueur, mais en tout cas, bientôt, ce sera obligatoire de le préciser. Mais effectivement, est-ce que ça fait sens si dans un film, il y a une scène de 10 secondes qui est générée par IA pour faire un plan d'illustration? Ça n'a pas trop de sens. Ça veut tout et rien dire en fait, généré par IA. Il y a un tel continuum de pratiques, de possibilités. Et en fait, l'effet, c'est au contraire de jeter le discrédit sur ces œuvres. On se dirait, ah bah tiens, là il y a eu de l'IA, ça veut dire que c'est une moins bonne œuvre qu'une œuvre où il n'y aurait pas du tout d'IA. Et en fait, si c'est la personne de la compta qui a utilisé l'IA pour faire X ou Y, Z, la question c'est où est-ce qu'on place le généré par IA, ça veut dire quoi? Ouais, c'est vrai. Mais après, alors je sais pas ce que ça vaut. Il y avait une étude de l'université d'Amsterdam qui montrait que on montrait des œuvres d'art à des êtres humains, du coup, et on leur demandait s'ils aimaient, s'ils n'aimaient pas. Et quand on leur précisait ça a été généré par une IA, la valeur de l'œuvre à leurs yeux baissait. C'est intéressant aussi. Ça veut dire que il y a quand même cette barrière qui fait qu'aujourd'hui on préfère une œuvre qui a été 100% générée par l'homme, de manière rationnelle ou pas. Oui, mais il y a 30 ans, avec justement, je parlais de Apple. Moi, quand je travaillais, on me disait, l'illustration, tu l'as fait à la main ou tu l'as fait sur l'ordinateur? Et comme si le fait de le faire sur l'ordinateur, c'était l'ordinateur qui le faisait tout seul et qu'il avait moins de valeur parce que pourtant c'est moi qui l'ai faite. Bon, le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a exactement la même discussion par rapport à l'IA, sauf que là, elle le fait en plus. Ça, c'est vrai. C'est ça. Peut-être dans 6 mois, dans 5 ans ou dans 10 ans, on ne se posera même plus la question. Mais je posais aussi cette question parce que vous avez peut-être vu la polémique autour de la campagne de pub de Noël de Coca, où en gros, alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, on en a parlé sur BFM Business, mais la pub de Noël de Coca, donc un peu une tradition, c'est un peu le marronnier évidemment. Donc ils ont sorti une pub où on voit des animaux dans un cadre féerique évidemment. Vous avez les décos de Noël, etc., un petit dessin animé, et il a été généré par l'IA. Alors c'est écrit en tout petit pendant 5 secondes pendant la pub. Ils se sont alliés à un studio de création dont j'ai oublié le nom. Et ils se sont pris une volée de bois vert sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, alors, est-ce que c'est représentatif de la population générale? C'est toujours des chambres d'écho, les réseaux sociaux. Mais en tout cas, en gros, sur le ton de Coca-Cola gagne beaucoup d'argent et il sacrifie finalement les pauvres artistes qui pourraient les faire vivre et les payer un petit peu pour qu'ils réalisent leur pub. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette polémique? Vas-y. Marion. Alors, je dirais que effectivement, il y a un enjeu pour les marques dans ce débat, on va dire éthique, de se dire à quel moment je veux continuer à embaucher des artistes, des créateurs, et à quel moment je place l'IA. Après, je pense qu'on a un problème de biais négatif vis-à-vis de l'intelligence artificielle, mais qu'on a vis-à-vis de plein de nouvelles technologies. Moi, je prenais cet exemple du tapis roulant. On a pensé que c'était extrêmement dangereux et qu'il allait avoir une atrophie du pied parce qu'on allait faire qu'utiliser des tapis roulants tout le temps et que ce serait horrible. Donc, on a souvent des réactions un peu extrêmes face à ces nouvelles technologies, ce qui ne veut pas dire que les marques ont un poids important sur le fait d'avoir des usages éthiques de ces technologies.
Marine ? Après, je pense qu'aussi le biais négatif vient aussi de plusieurs choses. C'est associé aussi à une pratique qui consomme énormément d'énergie, même si on a peu de données là-dessus. On sait que générer une image ou une vidéo, ça consomme quand même beaucoup plus que de générer un texte. Donc je pense que beaucoup de gens ont ça en tête. Et aussi, je pense que l'IA, il y a aussi c'est pas une technologie qui est neutre même politiquement, parce que c'est utilisé, on voit beaucoup par exemple par Donald Trump sur son propre compte TikTok où il génère énormément de sa communication par des vidéos générées par IA. Et donc moi, par exemple, j'ai parlé à des artistes qui refusaient d'utiliser cet outil parce qu'ils trouvaient que c'était un outil qui était trop associé à par association, en fait. Une sphère politique. Mais mais parce que c'est vrai que c'est... Mais les autres n'ont qu'à s'y mettre aussi. C'est malin dans le cadre de sa communication d'utiliser ces outils. C'est intéressant de voir ça, et je pense qu'il y a le biais que peuvent avoir les gens. Je dis pas que c'est tous pour ça, mais il y a ce truc-là environnemental et aussi des accointances politiques que peut avoir l'IA. Ça peut jouer aussi, effectivement. Alors, il nous reste quelques minutes. Si on devait essayer de se projeter un petit peu, alors c'est très difficile avec l'IA, parce que c'est un peu on vit en année chien avec l'IA. C'est une année, ça vaut 7 ans, et encore, ça va très très vite, évidemment. Mais si on essayait de se projeter d'ici 5, 10 ans, à quoi ressemblera la création artistique ? Est-ce que ce seront des œuvres hybrides, humains IA, des chanteurs IA ou des acteurs IA superstars ? Comment vous imaginez le futur de l'intelligence artificielle dans la création artistique ? On va commencer avec vous, Marion. Je pense qu'on va rentrer dans une ère dépassionnée. Une fois qu'on aura fini l'effet d'inflation, de pic, on va juste utiliser l'IA au quotidien sans que ça mobilise les foules et que ça nous passionne. De la même manière que dans les gares et les aéroports, on emprunte un tapis roulant sans se poser de questions. Vous aimez beaucoup les tapis roulants, j'ai remarqué. Effectivement. Marine, comment est-ce qu'on imagine le futur ? Ouais, j'espère aussi que ce sera ça. Peut-être qu'il y aura un peu cet effet aussi comme quand Photoshop est arrivé où c'était extrêmement utilisé, puis petit à petit c'était moins extrême. Là, peut-être qu'on est dans le haut du pic, on voit beaucoup d'images générées par IA. Peut-être qu'on va rentrer aussi dans une forme de lassitude où ça va être utilisé avec plus de parcimonie et plus comme un outil qu'un support de base. Mais à voir. Une forme de normalisation, voilà, finalement, après l'excitation. C'est vrai que là, on a tous ces outils qui se présentent à nous. Je pense qu'il y a encore 99,9% des gens n'ont même pas encore essayé des outils comme Sora, Runway. J'en ai cité que 2, il y en a plein d'autres. Lesquels vous utilisez lesquels, vous, d'ailleurs ? Ouais. Après, il y a des upscalers, on va dire, ceux qui permettent d'affiner les images. Mettez bien le micro dans votre bouche, sinon vous entendrez. Il y a Kling, il y a des upscalers qui permettent d'affiner les images. Donc il y en a, 8, 9, 10, même plus, que j'utilise. Et alors vous, comment vous imaginez du coup là, dans 5 ou 10 ans, la création artistique, ça ressemblera à quoi ? Ce qu'il y a, c'est pour l'instant, on est entre attraction et peur, et répulsion. Et je pense que c'est l'hybridation qui va passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on critique parce que c'est de plus en plus réaliste, et en même temps, on a cette espèce de sensation où on a envie que ce soit plus réaliste encore. Et une fois qu'on arrivera, comme à la peinture, à l'hyperréalisme, finalement, on va laisser parler peut-être l'IA pour savoir qu'est-ce qu'on en fait de façon esthétique et artistique. Donc on va passer le côté dépassionné pour arriver effectivement, pour l'utiliser, pour créer aussi en lien avec le réel. Voilà. Bon, on peut voir un de vos films IA là quelque part sur internet ? Oui, sur mon LinkedIn notamment, et sur Why Not aussi, sur Instagram. Why Not, WAI. Bon, on arrive au bout de notre discussion. Merci beaucoup à tous les trois, c'était passionnant. On n'a pas évidemment épuisé le sujet, il aurait fallu en discuter de nombreuses heures, mais je pense qu'on a bien défriché quand même. Merci beaucoup à Stéphane Muntaner, directeur artistique et réalisateur IA, Marion Carré, fondatrice d'Askmona, et Marine Protet, journaliste tech à la Tribune, qui organise ce magnifique événement.